l'évolution de notre société. 26 ans après la création, du moins après le début, le multipartisme des années 90, 26 ans donc après la philosophie que vous essayez de mettre sur pied. Quand on regarde un peu les mœurs au Cameroun aujourd'hui, comment la société se comporte, quand vous marchez dans les rues de Douala, de Fumban ou un peu ailleurs, est-ce que vous avez le sentiment que le message que vous avez prôné depuis là a été entendu? Est-ce qu'on n'avait pas le, est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement peut-être vous avez prôné Je pense que au contraire, c'est-à-dire aujourd'hui, il est clair que le message que le président fondateur de l'École africaine d'éthique avait lancé depuis est vraiment révélateur de sa pertinence aujourd'hui. Parce que je vous fais fi de son parcours. Surtout, je vais peut-être m'arrêter au niveau du travail qu'il a fait quand il a été ministre de l'Éducation. C'était à l'époque l'éducation de la maternelle à l'université. Et quand je rencontre aujourd'hui des Camerounais qui sont des avocats, des médecins, des hommes d'affaires, et la majorité de ces personnes qui lui disent, Monsieur le Président, vraiment, nous avons votre brevet, j'ai votre baccalauréat, et on voit que c'est des personnes qui sont fières. Et ça veut dire qu'il y a vraiment un constat aujourd'hui et qu'on a remarqué qu'on était sur la bonne voie et que la nouvelle éthique de l'éducation qu'il a cherché à mettre sur pied en faisant en sorte que les parents, les professeurs et les élèves soient ensemble pris, chacun jouant son rôle et respectant ses obligations, devait avoir des résultats vraiment probants. Et ces résultats, c'était que le Cameroun a eu vraiment un niveau d'excellence académique qui s'est ressenti. Et la preuve, c'est qu'on est bien tombé bas après. Donc ça, ce n'est qu'un exemple. Et comme il le dit souvent, il a essayé avec déjà l'éthique au niveau du ministère des Affaires étrangères à l'époque, comment cela s'appelait, parce qu'il est diplomate de carrière et pour lui, la diplomatie était basée sur les valeurs égoïstes parce qu'on ne doit pas défendre seulement les intérêts de sa nation, mais on doit pouvoir défendre les intérêts de l'être humain et il faut pas rester dans les sociétés situées, comme il le dit, qui sont fermées à elles-mêmes, égoïstes. Donc, aujourd'hui, vous le dites si bien, on parle beaucoup de l'éthique, mais comme on le constate, on parle, on le dit beaucoup plus avec la bouche, avec, mais sans une culture, parce que il faut toute une culture de l'éthique, et quand généralement, quand on va dans nos villages, si vous voulez, où les populations ne peuvent pas très bien comprendre ce que c'est que l'éthique, nous leur disons tout simplement que l'éthique, c'est faire ce qu'il faut au moment où il le faut, avec des personnes avec lesquelles on peut travailler. Si on peut être tout seul, si on doit le faire tout seul, on le fait tout seul, on n'attend personne. S'il faut être à deux, on le fait à deux. Donc c'est une façon positive quand vous regardez l'environnement global, la société camerounaise, est-ce que vous avez le sentiment que le message de l'éthique est passé? Le message est en train d'être... Les mœurs sont les mœurs sont mieux respectées aujourd'hui qu'avant? Les mœurs, malheureusement, sont tombées bien bas, si vous voulez, et c'est la raison pour laquelle, justement, il y a une urgence à revenir, à se ressaisir. Et quand on parle de mœurs, on voit ce qui se passe au niveau même de l'État. On est passé des pays plus corrompus. On connaît tous les jours ce qui se passe par rapport au détournement des fonds. C'est pas révélateur d'une... je ne sais pas quoi dire, mais c'est un malaise que nous tous nous ressentons. Quand on voit tous ceux qui sont dans nos prisons, les hauts fonctionnaires de l'État, les premiers ministres, des ministres qui ont occupé des fonctions, on se dit que l'exemple vient d'en haut, M. Tongo. Ça veut dire que je commence à prendre ces exemples pour que vous compreniez à quel point il y a urgence. Et puis quand on voit comment on a des difficultés à pouvoir
appliquer un projet au Cameroun. Les méthodes d'action ne sont pas toujours objectives et on ne s'accorde pas toujours sur le bon sens, sur le discernement. Pourtant, c'est la base, tout simplement parce qu'on a des intérêts égoïstes qui sont cachés. Quelle est la méthode et le résultat, M. Tango, le résultat, c'est que on a beaucoup de mal, notre administration a beaucoup de mal à pouvoir améliorer les conditions de vie des populations parce qu'en fait, un État, c'est sa responsabilité. On n'est pas épanoui, les Camerounais ne sont pas épanouis parce qu'il y a un malaise et le malaise, c'est justement est la résultante du fait qu'il n'y a pas du vrai, du bien, du beau. Alors, et moi, je voudrais savoir justement, vous quelle est votre méthode pour faire passer ce message éthique? Vous faites le porte-à-porte, vous faites des enseignements, vous vous y prenez comment? Je pense que vous l'avez dit, nous avons une institution et à travers cette institution, nous avons un programme et ce programme est un programme basé sur l'éducation, sur l'information, sur la formation et sur des actions concrètes. C'est-à-dire nous avons des projets pilotes en fonction des problèmes, en fonction des milieux. Nous avons mis sur pied beaucoup de projets sociaux, culturels, environnementaux, où adhèrent les populations et sans discrimination, les hommes, les femmes, les jeunes, les populations de tous âges. Et à chaque fois, nous adaptons la formation au niveau de ceux qui sont en face. Nous avons créé des universités, pour nous adresser aux femmes dans notre milieu. Nous avons été, au niveau de l'École africaine d'éthique, consultants de l'Union européenne, par exemple, quand, je pense, dans les années 97, il y a eu des projets de développement basés sur la décentralisation. À travers nous, la société civile, on encadrait les populations, c'est toujours... Donc, il y a ça, et il y a le fait surtout de prêcher par l'exemple. C'est-à-dire, on doit être des modèles. Pour nous, ce n'est pas possible de pouvoir tenir un discours et de pouvoir, en tant qu'individu, se comporter de façon différente de ce discours-là. Donc, c'est là encore une vérité de prêcher par l'exemple. Et quand c'est ainsi, je pense que les résultats et tous ceux qui sont autour voient la vérité et ne peuvent que comprendre et faire la comparaison par rapport à d'autres systèmes. Et de la franchise, donc le pas pour l'action politique. Et nous sommes nous sommes, au début, vous disiez, les femmes dans ma circonscription, si vous voulez, sont un peu comme les seconds rôles. Je vais vous dire, grâce à ces enseignements, grâce à cette approche-là, les femmes chez nous aujourd'hui, je pense, elles sont vraiment libérées. Et quand vous les entendez, vous vous rendez compte qu'elles ont bien compris le rôle vraiment qui a toujours été le leur depuis la nuit des temps, c'est-à-dire un rôle de responsable, un rôle de protection de la famille. Mais comme c'était des situations égoïstes et qu'il y avait quelqu'un qui avait intérêt à passer devant, les femmes chez nous ont compris, ce sont les femmes le plus qui sont mobilisées, qui sont organisées. Alors, ce sont les femmes le plus qui votre engagement politique se fait après celui de la lutte pour les valeurs, ou alors qu'est-ce qui précède l'autre? Je pense que on ne peut pas parler de préséance. Et c'est comme ça, c'est comme ça. En fait, je voulais faire la passerelle justement pour parler de l'action de la femme politique, militante de base, cadre du parti. Oui. Aujourd'hui, députée de la Nation, je l'ai dit, deuxième mandature par ailleurs. Et puis, vous êtes engagé dans un certain nombre d'associations au niveau local, international, au niveau de l'Union parlementaire africaine. Oui. Quand vous regardez un peu, peut-être 6 à 7 ans en arrière, si on vous demandait de faire votre bilan de femme politique avant de s'y considérer. Voilà. Vous l'avez si bien dit, j'ai commencé à militer à l'Union démocratique du Cameroun. Après, j'ai eu des responsabilités au niveau des commissions.
Puis je suis montée en grade. Je suis aujourd'hui secrétaire nationale en charge de la Maison de la Culture, en charge de l'éthique et depuis la dernière convention de l'informatisation. Je suis membre du bureau politique à l'Union démocratique du Cameroun et je suis à mon deuxième mandat en tant que députée, porte-parole des députés de l'Union démocratique du Cameroun. Et j'ai été tête de liste pendant les élections. Et voilà. Pendant notre programme, notre projet de société à l'Union démocratique du Cameroun en tant que député avait vraiment des grandes orientations. Vous les connaissez parce que nous ne cessons de les ressasser et c'est asseoir nos institutions sur des bases démocratiques, qu'elles jouent pleinement leur rôle. Les élections sont les voies par lesquelles ces institutions qui sont animées par des acteurs et la Constitution est très claire. C'est à travers les élections que voilà, non seulement l'alternance, mais ceux qui ont le pouvoir, l'autorité de l'État, ils sont là grâce aux élections. Donc, d'où l'importance des élections transparentes, justes et équitables. C'est pour ça que à l'Assemblée nationale, pendant mes 2 mandats, nous avons vraiment présenter des propositions et lorsqu'il y a eu des projets de loi, nous nous sommes engagés à faire en sorte que ces projets gouvernementaux épousent les propositions de l'Union démocratique du Cameroun dans le sens, par exemple, que là maintenant, notre préoccupation qui reste, c'est que les élections au niveau de la présidence de la République soient des élections à 2 tours et que le mandat du président de la République soit un mandat de 5 ans. Et par rapport aux élections, il y a un problème au niveau du code électoral. Nous l'avons dit dès le début, on n'était pas satisfait de l'ONEL, on n'était pas plus satisfait de l'Observatoire. Aujourd'hui, on n'est pas satisfait de l'ELECAM parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes au niveau même de la création, du point de vue institutionnel. Donc, c'est nos combats à l'Assemblée nationale, nos projets, c'est ce qui nous guide. Nous, la famille est importante pour nous. Ça a été une orientation aussi importante. C'est-à-dire la place de la famille au cœur de la cité. Oui, parce que la famille, c'est la société de base. On sort d'une famille pour être un enfant à l'école, pour être un citoyen dans la ville, d'où l'importance de pouvoir protéger la famille. Et protéger la famille suppose qu'il y ait des lois qui régissent la famille. Au Cameroun, il n'y a pas de loi, vraiment. Nous n'avons pas un code de la famille et c'est un manquement. Notre projet est aussi basé sur l'environnement. Nous travaillons beaucoup en matière d'environnement. Bien sûr, les questions sociales, culturelles, la mutualisation en matière de santé. Mais puisqu'on parle justement de l'UDC, on demandait de faire un bilan de votre parti. Je veux dire qu'au départ, vous avez plusieurs députés, vous étiez un peu plus représentés d'ailleurs sur la scène politique nationale. Beaucoup disent de l'UDC que finalement c'est le parti du nom. C'est ceux-là qui sont nos adversaires politiques parce qu'ils savent très bien comment... ce n'est même pas de bonne guerre parce que je pense que tout le monde sait très bien comment ça se passe pendant les élections ici. D'abord, nous, dans notre projet, pensons qu'un président de la République doit se départir de la fonction de partisan. C'est-à-dire, c'est inadmissible qu'on puisse, dans un pays, avoir un président de la République qui est président de parti politique. Et ça, c'est le problème du Cameroun, parce que tous les fonctionnaires, tous les hauts fonctionnaires du Cameroun ne peuvent pas, bien sûr, aller militer dans un autre parti que le parti du président de la République, parce que c'est des critères de nomination. Et donc, c'est pour ça que les élections ne peuvent pas être transparentes, parce que je vais vous dire, le problème des élections, c'est pour ça que aujourd'hui au Cameroun, on ne peut pas dire que l'UDC
n'est représenté que dans le nord. Nous avons des conseillers municipaux à l'extrême nord, nous avons eu des conseillers municipaux, nous en avons ici à Douala. Et quand on voit le nombre de populations qui nous élisent, nous avons des communes, nous gérons des communes, nous sommes représentés à l'Assemblée nationale. Combien de partis politiques sont représentés à l'Assemblée nationale pour le faire? Donc, c'est dur, M. Tongo. Ça veut dire que s'il n'y avait pas tout ce tripatouillage électoral, le fait qu'on ne milite pas, vous, je ne sais pas si vous pouvez adhérer à un parti d'opposition ici au Cameroun, je crois que la donne serait différente. À la prochaine présidentielle, il se départirait de sa fonction du président national de l'UDC. C'est clair dans nos statuts. Et je pense que c'est le bon sens. C'est anticonstitutionnel. Si vous voyez les articles 5 de la Constitution, le président de la République incarne la nation entière. Mais comment est-ce qu'on peut incarner la nation entière du moment où on est président d'un parti politique? Je me sens toujours une difficulté à comprendre que ce soit le président de tous les Camerounais du moment où il est... Si la Constitution l'interdit, je vous réfère aux articles de la Constitution. C'est très clair que si un président de la République a des fonctions nationales et ces fonctions sont au-dessus des considérations partisanes, donc c'est très clair. Est-ce que vous avez soulevé cet amendement à l'Assemblée nationale? Bien sûr, et cet amendement, comme bien d'autres amendements, en fait, cette disposition, comme bien d'autres dispositions, que ce soit les dispositions qui sont très claires dans la Constitution, qui décrivent les fonctions d'un président de la République. Je ne sais pas si j'ai la Constitution ici, mais si vous lisez la description, les termes de référence d'un président de la République, vous allez vous rendre compte que là, il y a vraiment matière à se demander si nos autorités sont vraiment respectueux des tests. Et nous, à l'Union démocratique du Cameroun, nous sommes des légalistes. Nous l'avons dit au début que la première des attitudes, c'est le respect des tests. C'est ce qui nous lie, c'est ce qui départit les institutions. C'est-à-dire qu'entre une autorité administrative et une autorité politique et une autorité à quelque niveau qu'il soit, ce sont les tests qui régissent leurs relations. Et si les tests ne sont pas connus, si les tests ne sont pas respectés, il y aura tout cet amalgame, cet abus de pouvoir. Politique, ils estiment également que vous avez... je vais dire, pris le parti entre vos mains, votre époux et vous. Oui, ils réduisent finalement l'UDC à vous. On revient à la question du début de la femme malheureuse engagée en politique que je suis et la femme qui oppose un monsieur qui fait de la politique. Au sein du parti. Pardon? La position de votre époux, le président national, a favorisé votre ascension au sein de votre parti? J'ai toujours dit que avant que je ne sois l'épouse du président de l'Union démocratique du Cameroun, il y avait des femmes qui militaient dans le parti et qui avaient des responsabilités à un niveau élevé. Avant que je ne sois députée à l'Assemblée nationale, il y avait des femmes qui étaient élues députées à l'Assemblée nationale. Donc vous voyez que ce n'est vraiment c'est pas vraiment une raison ça ne peut pas être la raison, puisque avant moi, il y a toujours eu des femmes et à l'Assemblée nationale, il y a aujourd'hui 56 femmes, mais ce ne sont pas des femmes dont les messieurs sont nécessairement des politiciens. Bien sûr qu'il y en a aussi, je m'en suis rendu compte quelque part, mais ce n'est pas toujours, l'argument en ce qui me concerne. Alors, l'UDC aujourd'hui, depuis sa création, c'est un reproche qu'on fait à bien d'autres partis politiques, RDPC, l'USIF, bref, la marche des partis, c'est le même président. Pensez à l'alternance au sein de votre parti. Je veux dire que vous imaginez un peu l'UDC sans le président Abdoul Abdjouya. Bien sûr. Nous, on a l'habitude de dire qu'un parti politique, ce n'est pas l'État. Il y a une très grande différence entre un État, diriger un État, être un président d'un État. Mais moi, je rapporte la question de votre parti. Mais je dis ça parce que généralement, c'est toujours la même question, parce que l'autre président est président. En même temps, c'est parce que également, on a l'impression que la classe politique, on a l'impression que les leaders politiques, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de changements à la tête des partis. Oui, il n'y a pas beaucoup de changements, mais c'est une raison. Ils s'inspirent de ce qui se fait au niveau de l'État. Ils s'inspirent de ce qui se fait au niveau de l'État et le problème, c'est qu'il y a dans le fond
un combat que vous ne pouvez pas imaginer. C'est lequel? Contre les partis politiques d'opposition dans notre pays. Parce que depuis, je crois que ça a commencé avec Monsieur le Président Aïjo, qui, on le sait très bien, n'a pas respecté les termes de la conférence de Fumban en 1961. Vous savez très bien que les institutions du Cameroun ne devaient pas être ce que nous avons vu que c'est devenu quand ils se sont rencontrés avec leurs collègues de la zone occidentale. Les institutions devaient être vraiment c'était des États fédérés. Mais on a assisté à une espèce de totalitarisme qui prenait forme de monopole. Et c'est ça le problème du Cameroun. On est parti du multipartisme au parti unique, à la pensée unique. On a essayé de réduire, de centraliser le pouvoir. Et le problème, c'est la centralisation du pouvoir. Je suis en train de démontrer que justement, le problème du Cameroun, c'est la centralisation excessive. C'est le monopole de l'État. On peut également le dire pour l'UDC? Justement, ça ne peut être qu'une réaction. C'est une réaction parce que de l'autre côté, le parti qui veut tout centraliser, qui veut tout régenter, met toutes les batteries pour détruire ceux qui ne veulent pas aller avec eux. Et ceux qui ne veulent pas aller avec eux doivent avoir un bouclier. L'UDC se sentirait plus fébrile aujourd'hui dans le président Damdjoya? De toute façon, pour le moment, nous, les militants de l'Union démocratique du président, de l'Union démocratique du Cameroun, nous sommes tous derrière notre président parce que nous croyons en lui et nous adhérons à sa philosophie qui n'est pas une philosophie, qui n'est pas personnalisée parce que loin de la personnalisation, c'est une équipe, comme notre président aime à le dire, il met sur pied une institution et notre problème justement c'est de sortir de la personnalisation, du monopole. On est organisé à l'Union démocratique du Cameroun, il y a un président, il y a des vice-présidents, il y a des secrétaires nationaux qui jouent des rôles à tous les niveaux. Moi, je suis en charge de la maison de la culture, de l'éthique, il y en a qui sont en charge de la communication, il y en a d'autres qui sont en charge des affaires étrangères, en charge des jeunes, en charge des femmes. Nous sommes organisés. Et si vous voulez, la question de la longévité de notre président ne peut pas se poser parce qu'il est question d'une formation politique. Et nous, on ne peut pas comparer un parti politique, la gestion d'un parti politique à la gestion de l'État. Ça, c'est complètement différent. Même si la question se pose aussi au sein du parti. Par exemple, nous, à l'Union démocratique du Cameroun, vous parliez de nos préoccupations à l'Assemblée. Je me souviens qu'au temps où mon président était député à l'Assemblée nationale, il avait posé la question du financement des partis politiques. Parce que quand on voit comment les partis politiques aujourd'hui dans notre pays sont organisés et fonctionnent, d'où viennent leurs ressources, c'est très difficile. Les médias, il a posé le problème des médias qui ne sont pas, il y a une impartialité qui est vraiment flagrante au niveau des médias. Et tout ça, ça fait que les partis politiques qui ne sont pas les partis politiques du président de la République sont fragilisés. Et c'est pour ça qu'il faut avoir, pour aller aux élections, il faut être très fort. Il faut pouvoir déployer, se décupler, si vous voulez, pour se mobiliser 4 fois, 5 fois encore, pour pouvoir faire face à la mastodonte de l'autre côté qui a tous les moyens d'État. Parce qu'ils ont les moyens d'État, nous n'avons que notre conviction, notre engagement. Donc, il faut être unis, il faut être fort et je pense que ce n'est pas facile. On n'essaye pas de tenir, on tient très bien. On tient très bien et de plus en plus, on est très à l'aise parce qu'on se rend compte par rapport aux résultats. Ça fait plus de 30 ans que nous avons un régime et le Cameroun ne se porte pas mieux. Pourtant, ce régime a eu tous les pouvoirs et tous les moyens. Vous gérez par ailleurs la mairie du Noun. Nous avons plusieurs mairies dans le Noun et je vous rappelle... À Fumban, je veux dire je vous rappelle le siège de la royauté. On sait que très souvent, ou du moins assez souvent, il y a eu comme... le siège de la royauté, vous dites... Le siège du roi
Je suis en République. Vous parlez du royaume d'antan. Je dis qu'à Fumban, il y a le roi des Bamoun. Je suis une républicaine et pour moi, je suis en République. Peut-être vous avez une autorité, vous parlez d'une autorité traditionnelle. Vous savez, les Blancs ont appelé le sultan, le roi. Notre droit coutumier. Notre constitution reconnaît les valeurs traditionnelles qui respecte les principes démocratiques, les droits de l'homme et qui respecte la loi. Également sa place. Je ne vois pas dans notre constitution un terme roi ou un terme chef traditionnel ou un terme... Vous contestez le roi. Ce n'est pas une contestation. Non, moi je suis une Bamoun. Absolument. Je sais que il y avait un royaume qui est matérialisé. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes donc, un département. On aurait pu être une région, justement, parce que on avait tout à l'époque. Quel titre donneriez-vous au sultan aujourd'hui, le sultan Moumoundjouya? C'est une autorité traditionnelle pour ma part. De quel rang? Je ne souhaite pas rentrer dans la répartition que les colons ont bien voulu donner en hiérarchisant nos autorités traditionnelles, si vous voulez. Parce que pour moi, quand on est une autorité traditionnelle, on est d'une lignée, d'une famille qui a eu un pouvoir, qui a eu des terres, qui a eu une autorité assise. Et aujourd'hui, avec les colons déjà, qui voulaient casser ces forces, ils ont créé, si vous voulez, des chefferies à tous les niveaux, premier, deuxième, troisième degré. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus grave encore. Parce que non seulement nous avons des autorités traditionnelles, je n'ose pas dire chef traditionnel, parce que pour moi, c'est une expression qui de plus en plus est vidée de son contenu, parce que nous avons des autorités traditionnelles qui sont installées par l'administration, qui n'ont rien avec les lignées, la lignée de ceux qui, avec le commandement... Sur les conflits avec le sultan roi des Bamoun? Je ne sais pas ce que vous avez... Pour nous, comme je vous l'ai dit au début, nous sommes des légalistes. Nous avons des tests républicains devant nous et nous en tenons aux relations que les tests nous prédisent, ou les dispositions des tests. Qu'est-ce que vous voulez que le président national de l'Union démocratique, à travers un test, puisse avoir comme conflit avec une autorité traditionnelle dans un contexte de république? Moi, je ne comprends pas. Chacun doit pouvoir jouer son rôle. Le président est président d'un parti politique. Il est un élu du peuple et donc il a ses prérogatives. L'autorité traditionnelle, je vous ai dit, dans la Constitution, on reconnaît les valeurs traditionnelles. On n'a pas parlé de roi ni de chef traditionnel dans notre Constitution. Donc, parlons de l'action de l'UDC. Et l'autorité traditionnelle, on a parlé du contrat social. Il faut que c'est un contrat volontaire. C'est volontairement que je vais vouloir aller me soumettre, si vous voulez, à l'allégeance d'une personne, ou bien d'un gourou, ou bien d'un chef quelque part. Mais je pense que je suis obligée, en tant que républicaine, de me conformer aux dispositions constitutionnelles et législatives. Alors, venons à l'action de l'UDC à l'Assemblée nationale, notamment depuis votre première législature. Si on vous demandait de faire une rétrospective, qu'est-ce que vous auriez apporté au Cameroun en tant que député, vous, l'honorable Dame Djoya? Je vous ai parlé du travail de titan que nous avons abattu en matière de code électoral. Dès le départ, nous avions voulu un code électoral qui n'était pas dans le programme du pouvoir, du parti politique au pouvoir. Et vous avez vu qu'à la fin, on nous a sorti un code électoral, bien que dans le fond, le contenu ait été biaisé. Le contenu avait été biaisé dès le début, parce que je me souviens qu'il y a eu un semblant de consultation. Nous, à l'Union démocratique, nous avions été consultés. D'autres Camerounais, à différents niveaux, la société civile, les autres partis politiques, les responsabilités à tous les niveaux ont été consultées. Et il s'est trouvé qu'à l'issue de ces consultations, bien sûr qu'on a rassemblé tous les tests qui
régissent les élections au Cameroun dans un test unique, mais à l'intérieur, il y a eu des dispositions comme ceux que je vous ai cités au début concernant l'élection du président de la République qui n'était pas ce que les Camerounais, dans leur grande majorité, ont demandé. 2 tours, élection du président de la République, un mandat de 5 ans, vous avez vu que ça n'a pas été respecté. Et même par rapport à l'organisation des élections au Cameroun, le ELECAM, il y a un problème au niveau de la hiérarchie. Il y a le conseil électoral et le directeur général de ELECAM qui ont un problème. Et nous, à l'Union démocratique du Cameroun, dès qu'on a vu les tests, on s'est dit qu'il y aura bicéphalisme. Et on a eu raison parce que vous avez vu les combats que se mène le directeur général et le président du conseil électoral. Et au niveau du résultat, quand on parle de moyens de ELECAM, on a toujours à l'Assemblée nationale insisté sur le fait que ELECAM doit avoir les moyens pour prendre vraiment en charge tout ce qu'il faut pour que les Camerounais puissent avoir les cartes d'électeurs. Mais ce qui se passe dans le terrain, c'est que nos commissions électorales à la base n'ont les moyens de la politique que quand ça les arrange. C'est-à-dire quand il y a un regroupement de personnes d'obédience UDC quelque part dans un village, ELECAM ne va pas trouver le véhicule pour aller inscrire ces militants, ces électeurs qui sont manifestement des militants de l'Union démocratique du Cameroun. Mais quand il faudra transporter tout le matériel de ELECAM pour aller justement dans une chaufferie traditionnelle, pour à huis clos inscrire les électeurs de la chaufferie traditionnelle, vous allez voir toute l'équipe de ELECAM qui va trouver les moyens pour se déployer dans la chaufferie. Je ne parle pas de Fouban. C'est une figure pour vous dire qu'il y a un problème au niveau même de la partialité des moyens auxquels on devrait s'y attendre. Dans les élections, c'est très dangereux, M. Tongo. Dans cette multitude de propositions à l'Assemblée, vous avez été entendu, vous avez le sentiment que votre message est passé. Est-ce que finalement la majorité a quand même pris quelques-unes d'entre elles et introduire dans le... Oui, vous savez, il y a une disposition il y a plusieurs dispositions que je peux citer qui sont de l'Union démocratique du Cameroun parce que je suis membre de la commission des lois. C'était une des propositions de l'UDC que de faire en sorte qu'au niveau régional, que ce soit le conseil électoral qui puisse nommer le personnel. Parce que c'était vraiment très, très incongru, ou bien si vous voulez, ça ne se comprenait pas que le directeur général ait autant de pouvoir par rapport au personnel de ELECAM. Nous avons insisté et c'est notre amendement qui a fait qu'aujourd'hui, c'est le conseil électoral qui peut nommer le personnel de l'ELECAM au niveau des régions. Et au niveau des départements, bien sûr, tout le personnel est nommé par le directeur général. Et une autre proposition de l'Union démocratique du Cameroun, c'était de pouvoir faire en sorte que les partis politiques puissent être membres de la commission locale, parce que ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas au début. Donc, nous avons apporté cette proposition, bien que aujourd'hui, même la représentation des partis politiques au niveau des commissions locales ne donne pas grand-chose, parce que dans le fond, quand on a un représentant de l'administration qui est d'obédience, si vous voulez, du parti au pouvoir, on a un représentant du parti au pouvoir, on a un représentant de ELECAM. ELECAM est partisan, on le sait très bien, puisqu'on sait d'où viennent la grande majorité de tout le personnel de ELECAM. On voit très bien qu'il y a un problème d'impartialité qu'on recherche. Les élections ne peuvent pas être transparentes. Et il y a donc notre action à l'Assemblée. Notre action à l'Assemblée, c'est pour que l'Assemblée joue pleinement son rôle. Je suis députée à l'Assemblée nationale et j'ai toujours dit que, en tant que députée, je représente des populations. Normalement, mes intérêts doivent être au-dessus des intérêts égoïstes partisans. Le pouvoir de légiférer, quand on est une institution et on a constitutionnellement la mission d'adopter les lois, de légiférer, de contrôler l'action du gouvernement, le budget, on vient de le voter. C'est le rôle de l'Assemblée nationale. Si le budget vient
pour être adopté à l'Assemblée nationale, c'est parce que le gouvernement a l'obligation, a le devoir de venir demander le quitus de l'Assemblée nationale du peuple pour pouvoir prélever les impôts, pour pouvoir taxer les Camerounais et pour pouvoir surtout utiliser l'argent de l'État à travers les projets, à travers, si vous voulez, tous les engagements, les prestations. Et maintenant, l'Assemblée nationale doit avoir un œil sur le contrôle, le suivi et évaluer. C'est ça le rôle de l'Assemblée nationale. Et nous, à l'Union démocratique du Cameroun, on est à l'Assemblée pour faire ce travail et on entend très bien le faire, même si on n'est pas nombreux. Mais ça a tout l'air de fonctionner comme ça. Notre action va dans ce sens. Okay. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'Union démocratique du Cameroun, quand on peut le faire, quand on doit être seul face à une situation, on prend ses responsabilités, donc on le fait à notre niveau. On sait que la grande majorité des populations nous écoutent parce que on se rend compte que dans le fond, la représentativité à l'Assemblée nationale ne correspond pas à la représentativité vraiment qu'auraient souhaité les populations du Cameroun, justement à cause de cette question électorale. Et quand on parle des élections, il y a beaucoup à faire. Élections, juste, voyez un peu comment ça se passe dans notre pays pendant les élections. Vous voyez, il y a une injustice flagrante, M. Tongo. Vous voyez des pancartes comme ça, des tableaux d'affichage avec un candidat, même au niveau des financements. Je vous ai parlé des financements des élections. C'est un problème parce que d'une part, il y a un gros financement du parti au pouvoir, les moyens de l'État qu'il utilise. Et l'autre problème, c'était que pendant le vote du code électoral, on avait demandé que ce soit très clair dans le code électoral qu'on ne doit pas utiliser les moyens de l'État. Les fonctionnaires de l'État ne doivent pas aller en campagne électorale avec les voitures de l'administration. Donc ça, c'est des actions que nous menons. Les actions que nous menons à l'Assemblée, c'est la famille. Nous avons posé clairement le problème de la famille, par exemple. Vous voulez pas, peut-être qu'on ouvre ce chapitre, peut-être après. Non, allez-y. Je mets ma question juste après. Sur la famille notamment. C'est l'un de nos grands combats. Vous savez, en matière de santé, j'ai parlé de nos actions par rapport au partage risque maladie, parce que la santé des Camerounais nous préoccupe. Et nous ne trouvons pas normal qu'on ne puisse pas se soigner déjà, parce qu'on n'a pas assez de moyens et que les soins de santé soient excessifs par rapport aux Camerounais moyens. C'est pour ça que nous pensons qu'on doit mutualiser les risques maladies, ce qui n'est pas le cas chez nous. Les femmes, elles ont beaucoup de problèmes. Il y a un taux de mortalité maternelle très élevé au Cameroun. La question de la famille, je vous ai parlé, les problèmes de polygamie, nous en avons soulevé à l'Assemblée. Quand j'entends vos propositions, j'ai le sentiment que finalement l'UDC nous propose un monde parfait, un monde merveilleux, mais je veux dire en même temps, moi je voudrais qu'on revienne, je voudrais qu'on soit vraiment concret, qu'on soit, j'ai failli dire, nous gérons réaliste. Des communes et justement, je voulais vous ramener au niveau de vos communes. Comment est-ce que vous les implémentez dans vos communes, toutes ces propositions-là? Je veux dire que si je m'en tiens peut-être au dernier classement africain, ce serait la commune de Banganté qui aurait été la meilleure au Cameroun. Oui. Pas forcément celle de Fouba. On ne sait pas toujours très bien. Vous savez, pour participer à des concours, il faut appliquer déjà, il faut s'enregistrer pour les concours. Et donc, on ne sait pas à quel concours c'est enregistrer la commune de Banganté. Oui, mais c'est pour vous dire qu'en fait, il ne faut pas suivre... Devant toutes ces propositions que vous étalez comme ça, là, déjà, sur le plan concret, sur le plan concret, on aimerait bien voir des résultats tout au moins sur ce que vous gérez, oui, l'exécutif communal. Il y a des résultats. Déjà, le premier résultat, c'est que nous sommes élus et nous sommes élus malgré toute la machine qui est souvent venue pendant les élections pour que nous perdions les élections dans nos circonscriptions. Et les populations sont avec nous. Et c'est l'un, pour nous, c'est l'un des... Nous avons libéré, quand je dis libéré, nous avons libéré... Quelles sont vos actions concrètes? La première des actions concrètes pour nous, dans nos communes, c'est avoir des citoyens responsables. Leur faire prendre vraiment conscience de leur pouvoir en tant que citoyen. Et quand on est citoyen,
on ne va pas accepter de prendre 2000 francs le jour des élections pour sortir avec le bulletin qu'on vous demande de sortir. On prend ses responsabilités. Donc, on ne se laisse pas acheter et on s'affirme. Ça, c'est déjà le premier résultat. Avoir, et ça ne se passe pas comme ça partout. Il y a des zones ici au Cameroun où, malgré leur volonté de changement, les populations ne peuvent pas changer parce qu'elles sont vraiment oppressées. Elles ne peuvent pas. Donc, nous avons cultivé l'esprit, nous avons créé cet espace démocratique et républicain. Sur le plan socio-culturel, par exemple. Et c'est ça sur le plan de l'épanouissement de la population, de l'espace public communal. Exactement. C'est quand vous avez cette base-là, quand vous avez les assises, vous êtes accepté et les populations adhèrent. Parce que nous, l'un des problèmes chez nous, à l'Union démocratique du Cameroun, c'est que le Cameroun, du point de vue constitutionnel, est un État unitaire et décentralisé. Ça veut dire que si on veut vraiment qu'il y ait le développement au Cameroun, il faut fortifier, il faut que la décentralisation soit une réalité. Tout à l'heure, je vous parlais de la centralisation, du monopole de l'État. Ça n'arrange pas le développement. Et maintenant, sur le point de vue social, culturel, quand nous organisons, par exemple, dans la commune de Foumban, des manifestations comme le concours du meilleur batteur percussionniste, nous organisons chaque année la fête du café, nous organisons chaque année le carnaval de Foumban, nous organisons chaque année des concours, pour encourager l'initiative. Ça adhère. Qu'en est-il, par exemple, de l'éclairage public, et la meilleure, de l'hygiène? Justement, nous avons, je vous ai dit, du point de vue environnement, nous avons été l'une des premières communes, il y a près de 10 ans, à pouvoir faire en sorte qu'on soit sensible au changement climatique. On a, à travers un projet appelé DRUFAPé, développement, renforcement de l'utilisation des foyers améliorés, on a reçu un financement de la coopération française et on a permis à nos populations de pouvoir comprendre le danger de couper de la déforestation, par exemple, et donc on a pu former des jeunes qui fabriquaient des foyers améliorés et les femmes se sont mises au foyer amélioré et les attitudes ont changé, le bois de chauffe était réduit, économiquement ça c'est point de vue hygiène. Nous, dans nos structures à la base, il y a un plan d'action. Et le plan d'action, c'est que on doit avoir des espaces culturels dans chacune de nos villages, si vous voulez. Et les populations doivent savoir qu'elles ont la chance d'avoir de la pluie et de pouvoir avoir un environnement où on peut avoir des gazons, on peut planter des fleurs et il faut avoir de l'eau potable dans la maison. C'est des plans. Chez nous, c'est inscrit au niveau du village, au niveau du quartier. C'est dans chaque plan d'action, si vous voulez, plan des unités à la base, si vous voulez. C'est un peu comme ça. C'est-à-dire, et nous, on apprend aux populations à pouvoir, du point de vue sportif, du point de vue culturel, on a organisé tout dernièrement encore la journée, une journée gastronomique où il était question que tous les mets traditionnels puissent être recuisinés. Et ça, c'était des actions qui ont fait en sorte que les populations se sont retrouvées. Donc, on est heureux avec nos moyens. Je ne peux pas vous dire que nous avons des gros moyens parce que vous savez très bien comment ça se passe au niveau du budget d'investissement public dans notre pays et comment les communes, comment les communes sont vous êtes discriminé également dans la distribution du budget d'investissement public? Ce n'est pas une question de discrimination. C'est déjà une question de répartition, déjà, parce que pour nous, la décentralisation aurait impliqué qu'on puisse au niveau local avoir transfert de compétences, transfert de moyens, et le transfert n'est pas effectif parce que au niveau même de la fiscalité, si vous voulez, les communes n'ont pas ils doivent attendre les centimes additionnels qui sont perçus. Il y a au niveau du trésor pour une répartition. Après, il y a le FECOM qui intervient, dont les communes n'ont pas une autonomie financière en tant que telle. Bien sûr qu'il y a des ressources propres aux communes, mais ces ressources sont insuffisantes justement parce qu'il y a un manque de personnel criard
il y a le fait que le personnel déconcentré qui, de par les lois de la décentralisation, devait servir les communes, mais ce personnel décentralisé ne sert pas les Alors, pour communes. se ressortir avec votre parti Mais nous politique, vivons avec heureux dans l'UDC, nos parler peut-être de circonscriptions. l'actualité politique nationale. On a eu votre parti, vous l'avez dit il y a les 2 dernières années au niveau des États-Unis pour prendre part à un certain nombre Oui. de projets. Par ailleurs, on sait que le président national de l'UDC également a été invité dans un certain nombre de séances de travail au niveau international. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire, comme certains, que finalement l'UDC serait l'un des partis politiques de l'opposition camerounaise liés à l'Occident? Ce rapprochement-là, vous le sentez pareil aussi? Le président national de l'Union démocratique du Cameroun a beaucoup de casquettes. J'aime vraiment que ce soit à l'entendement des Camerounais de voir que c'est un monsieur multidimensionnel, internationalement reconnu, parce qu'il a des rôles qu'il joue au niveau international dans le domaine de la religion, par exemple, et bien sûr que dans le domaine intellectuel, il a été un haut cadre de l'UNESCO. Je pense qu'il a été parmi les experts qui étaient chargés de la réforme du système des Nations Unies. Ses responsabilités sur le plan religieux en tant que président de la Conférence mondiale des religions pour la paix, l'amène, et il est aussi dans... du point de vue culturel. Est-ce que tous ces atouts-là ne feraient pas de lui l'homme des Américains ou l'homme des Français? Je ne sais pas si ce sont les Américains ou si ce sont les Français qui ont fait de lui cet homme multidimensionnel, parce que c'est sa dimension, c'est son charisme, c'est son charisme qui fait. Je pense que lui, quand il va dans une représentation ou dans une institution, il va pour porter un message. Et le message qu'il porte, ça ne peut être que le message du Cameroun, du Camerounais qu'il est, et de l'homme du Camerounais ouvert qu'il est, et de l'être humain qu'il est. Comme il le dit souvent, il va à des rendez-vous du donner et du recevoir. Et quand on va à ces rendez-vous du donner et du recevoir, il faut que nous-mêmes, d'abord, on ait quelque chose à donner. Et ce quelque chose qu'on aura à donner, c'est nos bases culturelles. Donc il vient, s'il n'avait pas tout ce bagage culturel camerounais comment vous réagissez donc à cette lecture qui fait croire effectivement que le président Damdouya aurait des soutiens à l'international pour prendre le pouvoir, c'est-à-dire qu'une fois de plus, la main du colon? Je crois que on ne peut pas interdire aux gens, si vous voulez, de penser ce qu'ils veulent penser. Donc ça engage chacun de pouvoir dire ce qu'il veut. Donc, mais au niveau de la prise de pouvoir, quand on voit dans l'histoire, si on s'en tient à ce qui s'est passé au Cameroun, qui était derrière pour mettre le président Aïjo à la tête du pays? Qui était derrière pour mettre le président Biya à la tête du pays? Pour qu'on imagine qui sera derrière pour mettre le prochain président. Donc, il faut toujours prendre... Ce serait intéressant de commencer par ceux qui ont précédé. Nous sommes dans un précaré. C'est l'histoire qui le dit. La colonisation est passée par ici, même si on n'a pas été un pays colonisé. Mais la même mise, oui, mais je pense que malheureusement, c'est ça qui fait que nous perdurions dans le choix des dirigeants dans le précaré français. Malheureusement, je suis contre cette histoire de précaré parce que, vous savez, vous êtes peut-être contre cette histoire. Vous savez, avant, on était au même pied d'égalité que tous ces pays d'Asie du Sud-Est, ces pays d'Asie qui, avec nous, ont accédé à l'indépendance en 1960 et qui ont été colonisés comme nous. Mais aujourd'hui, quand vous allez en Corée ou bien quand vous allez, je ne sais pas dans quel autre pays d'Asie, vous n'allez pas leur parler de leurs colons encore. Donc c'est une question de personnalité. Tous les témoignages qui doivent être reconnus, les dirigeants du précaré sont souvent choisis par la France. Malheureusement, on ne peut pas le dénier aujourd'hui. Oui, mais malheureusement, nous avons eu peut-être affaire aujourd'hui à des leaders chez nous dans notre pays qui n'ont pas eu une carrure de se départir de ce protectorat ou bien de ce parrainage, si vous voulez. Mais je pense que ça fait, en fait, les cinquantenaires de l'indépendance, je pense que pour moi, c'est une question, il faut voir avant tout nos intérêts camerounais. Il faut ressortir ce que nous avons de fort. Et
en tant que richesse, diversité culturelle, je crois qu'on regorge au Cameroun justement de tout ce qu'on pouvait avoir à partager avec le monde entier, M. Tongo. Que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau culinaire, que ce soit au niveau même de la géographie physique. Regardez comment notre pays est beau. De l'est à l'ouest, du nord au sud, c'est l'Afrique en miniature. Mais qu'est-ce qu'on fait justement au Cameroun pour promouvoir cette unicité, culturelle. C'est ça notre travail. Parlons de l'actualité politique de l'heure. Parce que ce qui est ici au Cameroun, la France n'a pas. Je suis désolée, mais ce que nous avons ici au Cameroun, les États-Unis n'ont pas. Je retiens que vous ne vous reconnaissez pas sous tutelle. Parlons de l'actualité politique de l'heure. L'heure, pour l'instant, est aux appels. D'aucuns appellent à la candidature. Certains ont évolué. Ils en appellent à l'anticipation de la prochaine présidentielle. En face, on voit des appels à la non-candidature et aussi, tout récemment, des appels à la retraite. Tout ceci autour du président de la République. Quelle serait votre position dans tout ce, j'ai failli dire, vacarme politique? Moi, je pense tout simplement que ce que nous vivons actuellement par rapport à ces appels dont vous faites mention, c'est révélateur du mal-être que nous vivons actuellement au Cameroun. Parce que quand on voit la masse de Camerounais, des personnes d'une certaine classe qui se mobilisent pour en appeler à la candidature de leur président. Parce que là, ça devient vraiment partisan, je dis, de leur président qui est au pouvoir depuis plus de 30 ans et dont on sait qu'il a eu à manipuler la Constitution pour pouvoir être encore président aujourd'hui. Ça montre comment, c'est le discernement, c'est la raison, c'est la justice, mais à l'heure des charges, on se rend compte que quand on va à contre-courant, tout le monde assiste maintenant au fait que, dans le fond, la règle, c'est le contre-courant au Cameroun. Et c'est ce qui fait que rien ne peut marcher. Parce qu'il n'y a pas de sincérité. Parce que c'est clair qu'il n'y a pas de sincérité. Je veux dire que les partisans, vous l'avez dit, d'un parti politique, ils se regardent et ils estiment qu'après 34 ans, il y a de l'expérience et ils peuvent continuer. On ne peut pas diriger un pays avec des valeurs hypocrites. Nous sommes, comme je vous l'ai dit, croyants et nous basons nos actions et l'action de nos institutions sur le respect des valeurs morales, des valeurs éthiques. Mais là, c'est des valeurs hypocrites, c'est des valeurs, comment dirais-je, des valeurs de contre-courant. Et ça ne peut être que pour donc à la non-candidature la société est en pleine déchéance et c'est tellement révélateur. Madame Damdjoya, de ce constat-là, vous en appellerez à la non-candidature? J'appellerai tout simplement au respect des tests. Et je voudrais qu'on puisse reviser la Constitution du Cameroun parce que pour le moment, elle a été manipulée, elle n'est pas respectée. Nous n'avons pas un conseil constitutionnel. On n'a pas. Parce que c'est un courant. Parce que si les élections sont bien, vous savez, au Cameroun, une révision entraînerait le vrai problème, c'est la longévité au pouvoir. Donc vous voulez qu'on ramène à 5 ans? Non, ce n'est pas moi qui veux, mais c'est clair qu'il y a déjà un malaise par rapport à cette longévité-là. C'est ça le problème. C'est le vrai problème parce qu'il n'y a pas d'alternance. Nous croyons en l'alternance. Et si les règles démocratiques, si la Constitution est appliquée, si les élections sont transparentes parce qu'il y a un organe, une institution qui donne la chance à tous les Camerounais. Si les élections présidentielles sont à 2 tours normalement, et je pense que l'alternance viendra tout seul. On n'aura pas besoin de faire toute cette gymnastique et d'avoir à faire, de vivre vraiment ce Mais les analystes politiques estiment que justement l'appel à l'anticipation passe par une modification. Est-ce que vous embrayez ce pas-là? De toute façon, peut-être c'est eux qui ont finalement compris, parce que ça fait depuis longtemps que nous disons
comme on l'a dit dès le départ pour le code électoral, qu'il fallait un code électoral, depuis le début, nous avons un avant-projet de constitution. Il faut reviser la constitution. Au niveau de l'Assemblée nationale, il faut reviser le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale joue pleinement son rôle. Il faut mettre les institutions en place. La Constitution n'est pas appliquée dans tous ces articles. Le Conseil constitutionnel n'existe pas. Les régions n'existent pas. Vous avez vu qu'on a... nous, on ne veut pas un Cameroun où on nomme les sénateurs. C'est encore une curiosité camerounaise que de nommer des personnes qui sont censées être élues. Donc, il y a le fait que, du point de vue même justice sociale, il faut augmenter le nombre de députés. C'est autant la population a grandi. On est combien de Camerounais aujourd'hui? Dans ma circonscription, je vous l'ai dit, on devait être plus d'une vingtaine de députés parce que nous avons le même nombre de population que les autres de l'autre côté du Noun ont. Mais malheureusement, on nous maintient en département, on nous ramène à 5 députés, on nous ramène à 9 communes, alors que de l'autre côté, il y a 20 communes. Ça, ce sont des injustices au niveau de la société et on ne peut pas viser le développement d'une circonscription tant que du point de vue découpage administratif, il y a des problèmes. Il y a des problèmes au niveau de la décentralisation, je vous l'ai dit. Il y a des communautés urbaines où on nomme des délégués alors que, ou des communes spéciales, à régime spécial. Tout ça, c'est tout ça qui fait que le Cameroun... Donc nous, on veut que les tests soient respectés. Pour le moment, les tests ne sont pas respectés, même à 50%. Le président de la République, s'adressant à la jeunesse le 10 février dernier, a annoncé un certain nombre de plans, notamment 102 milliards, plan triennal en faveur de la jeunesse. A priori, ça devrait être une très bonne nouvelle pour vous à l'UDC aussi. Et pourquoi, M. Tango? Ça devrait être une bonne nouvelle. La cible, c'est la jeunesse camerounaise, donc probablement également vos partisans. Oui, mais je crois savoir qu'à chaque discours du chef de l'État, on a eu une annonce spectaculaire. C'est bien, mais il faut que ce soit appliqué. Il faut donc vous doutez de la mise en œuvre de ce programme-là? Ce n'est pas que je doute, mais ce qui s'est passé jusqu'ici a prouvé qu'il y avait toujours des problèmes au niveau de la traduction dans les faits des discours du président de la République. Et on le voit très bien parce que les acteurs qui sont chargés d'appliquer ces dispositions ne sont pas à la hauteur. Il n'y a pas assez de contrôle, il n'y a pas de méthodes objectives. Et l'autre grand problème de ce gouvernement, c'est qu'il n'y a pas d'action solidaire, si vous voulez. Il n'y a pas assez de dialogue national pour pouvoir faire en sorte que tous les Camerounais se sentent concernés, partenaires, partie prenante, si vous voulez. Et ça fait qu'il y a une exclusion. Il y a très peu de personnes qui vont appliquer cette politique et nécessairement elles vont échouer parce que ce soit les budgets d'investissement public, que ce soit ces projets-là, il y a des personnes à la tête qui vont... sont pas assez crédibles pour les porter. La preuve, c'est qu'il y a toujours des problèmes qui arrivent et qui font que ces projets s'arrêtent en chemin et ne sont pas menés jusqu'au bout. Parce que généralement, même les partenaires, ceux qui sont concernés, les bénéficiaires, sont à l'extérieur, c'est-à-dire on ne les consulte pas, on ne les associe pas. Ça fait un peu plus de 70 minutes qu'on échange et vraiment, je mets un peu la place de téléspectateurs qui se disent certainement, quand on vous entend, la classe politique aujourd'hui, je veux dire que autant ne plus en avoir. Avec tout ce que vous avez décrit. Et quand on regarde par ailleurs également, les résultats qui comptent. Quand on regarde aussi, par exemple, l'opposition, c'est vrai qu'il y a des sons de cloche qui en appellent à une certaine unité de l'opposition pour faire partir le parti au pouvoir de l'espace qu'il occupe pour parler des tout-dits. Par contre, l'opposition n'arrive pas à s'unir, l'opposition n'arrive pas à s'entendre. D'ailleurs, vous en avez fait l'expérience, coalition, coordination et bien d'autres projets. Quel est le jugement que vous faites de la classe politique dans son ensemble aujourd'hui? D'abord, quand vous parlez d'opposition, à l'Union démocratique du Cameroun, on a toujours dit qu'il n'y avait pas une opposition. Il n'y a pas une opposition d'un côté, mais il y a des partis politiques d'opposition. Et en matière de regroupement, je vous dirais, et à la gouverne des téléspectateurs, que l'Union démocratique du Cameroun, dès le début, a toujours cru en la force de l'équipe et qu'on a fait nos preuves, que ce soit au niveau de la coordination dès le début,
la coalition. Et après, on est passé au pacte républicain dernièrement. On avait eu des alliances avec des partis comme le parti Le mouvement progressiste, oui, entre du autres. mouvement progressiste, entre autres. Et il y a des résultats probants, palpants, qui sont uniques à l'Union démocratique du Cameroun. Grâce à nous, il y a un député du mouvement progressiste qui a été à l'Assemblée. Grâce à notre En coalition, l'occurrence, Jean-Jacques Ekindi, coordonnateur national. oui, il y a des conseillers municipaux avec lesquels nous avons fait équipe et qui sont des partis politiques différents. Et grâce à cette union-là, on a des conseillers de l'opposition. Donc, vous êtes dont pour nous, un candidat non seulement unique. on est pour, mais on a prouvé, parce qu'effectivement, on a pu amener des Mais quand vous faites le conseillers diagnostic de municipaux. toutes ces alliances, de tous ces Donc, pactes, qu'est-ce qui cloche? c'est pour dire que nous, si ça ne dépendait que de nous, ça irait beaucoup mieux. Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi Qu'est-ce ça qui n'arrive cloche? pas? Et pour nous, ça ne cloche pas puisqu'il y a des résultats. Ça veut dire que si ça cloche, peut-être il faut regarder du côté des autres qui n'ont même pas encore eu à voir les résultats que nous avons. Si 2, 3, 4 partis faisaient comme l'Union démocratique du Cameroun, je pense que la situation serait meilleure. Pourquoi, selon vous, jusqu'aujourd'hui, l'opposition camerounaise ne réussit pas à mettre un candidat en face du président Biya à l'élection présidentielle? Je viens de vous faire comprendre que nous, à l'Union démocratique du Cameroun, nous avons mis nos batteries en marche. Je voudrais savoir, maintenant, quand vous faites l'analyse, quand vous faites une rétrospection. Ça ne dépend pas de nous, mais pour nous, ce n'est pas un problème. Parce qu'on ne veut pas du parti unique au niveau de l'opposition. On ne veut pas un parti unique. Pour nous, il faut, par exemple, régler le problème des élections présidentielles. Et nous le disons depuis le début, il faut un mandat à 5 ans. C'est dans notre avant-projet de constitution. Il faut une élection à 2 tours. Une élection à 2 tours, pourquoi, M. Tongo? Parce que déjà, ce n'est pas normal qu'on élise un président à un scrutin à 1 tour, parce qu'on se retrouve avec un président qui est élu à moins de 20% de la population. Les populations ne se retrouvent pas derrière ce président, je suis désolée. Et ça ne fait pas bien pour le pays. Le président, il est tout seul, perché quelque part. Et les populations, la grande masse des populations est là. Il ne se préoccupe pas des populations parce qu'en fait, et ce n'est pas les populations qui l'ont élu, premièrement. Et deuxièmement, quand c'est à 2 tours, ce qui est sûr, c'est que le partage va s'imposer. Parce qu'au premier tour, chacun va y aller comme il l'entend, mais au deuxième tour, on sera obligé, en tant que candidat, à s'allier pour pouvoir présenter un candidat. Et donc, les objectifs vont aller à l'avant de l'individu. Les objectifs vont être mis en avant et les personnalités ne devront plus être... On ne devra plus nous focaliser sur la personne, mais sur les objectifs à atteindre. Donc, pour nous, la question du scrutin à 2 tours est là pour résoudre les problèmes des élections. Et comme vous le dites, on n'est pas obligé de chercher un candidat à 1 tour, puisque si la loi électorale permet qu'il y ait un scrutin à 2 tours, au deuxième tour, vous voyez que même les pays africains comme la Centrafrique, les pays africains comme les petits pays, ils arrivent à organiser 2 tours, mais nous au Cameroun... Quelle est la crédibilité dont joue la classe politique aujourd'hui? Moi, je pense que ça encore, on ne peut pas dire qu'il y a un nivellement. Ça dépend maintenant de l'engagement des élus, de la façon dont ils sont avec les populations qu'ils représentent. Quand vous parlez de la classe politique, quelle classe politique? Les élus ou les nommés? Parce qu'il y a une classe politique qui est imposée, c'est-à-dire ceux qui, parce qu'ils ont, si vous voulez, été nommés par le prince. Commençons par les nommés. Ils sont nommés par les princes. Et là, on a l'impression que la nomination fait qu'ils ont une sagesse infuse, si vous voulez, c'est-à-dire que la nomination leur... Et là, ils se mettent en tout-puissants qui vont descendre au niveau des populations, qui vont descendre au niveau des populations pour commencer à rencontrer les populations. Ceux-là sont différents de ceux qui partent de la base. Dans le rôle des sénateurs, qui sont à la base. Vous percevez une différence entre les sénateurs, je veux dire dans l'action, hein, au-delà de dans l'action, dans leur rapport au niveau de l'institution. Vous sentez une différence entre les sénateurs élus et les sénateurs nommés? Je veux dire que certains pour vous se prévalent d'une toute-puissance? Sincèrement, pour moi, il n'y a pas
eu vraiment une grande différence entre... pour moi, je considère que tous les sénateurs du Cameroun ont été nommés parce que quand je vois comment s'est passé les élections des sénateurs, ils sont allés tout seuls, il n'y avait pas d'adversaire avec eux. Ils sont partis sur des listes des conseillers municipaux où la majorité des communes du Cameroun étaient RDPC. Ils ont été nommés, si vous voulez. Pour moi, ce n'était vraiment pas des élections. Donc, je Alors, suis il nous désolée. reste environ une dizaine de minutes. Hein. Et c'est pas, Ça me permet c'est pas d'évoquer deux questions oui. qui ne sont pas forcément politiques, les questions sécuritaires, Boko Haram à l'extrême nord Cameroun. Quelle est l'action que l'UDC notamment a menée jusqu'ici dans l'environnement de cette guerre? Je ne vous demande pas de prendre des armes et d'y aller, mais je veux dire qu'il y a des populations déplacées, il y a des réfugiés, il y a quand même aussi, également nos soldats qui ont peut-être besoin du soutien moral, psychologique, des hommes politiques, de la classe politique, de l'UDC. Quelles sont les actions qui ont été menées par vous jusqu'à présent? Oui, déjà dès le départ, au niveau de l'Assemblée nationale, en tant que député, avant même que nous connaissions cette déclaration ouverte d'insécurité des Boko Haram, j'avais posé plusieurs questions au gouvernement par rapport à la politique des frontières. Et notre préoccupation à l'Union démocratique du Cameroun, c'était de savoir quelle est la politique des frontières du gouvernement. On se rendait compte qu'il y avait un flux vraiment incontrôlé et que les frontières étaient ouvertes, poreuses. Et donc, nous, ça nous a inquiétés dès le départ. Et on se rendait compte pendant les élections, justement, que la partie septentrionale, c'était la région où il y avait le plus d'électeurs. Et on savait très bien d'où venaient ces électeurs-là, qui arrangeaient le parti au pouvoir. Et la politique d'émigration, à qui est-ce qu'on donne les cartes nationales d'identité et comment est-ce qu'on fait. Bref, plus de 2 fois, j'ai vraiment interpellé Monsieur le Premier ministre par rapport à ça. Donc, c'était une préoccupation pour nous. Après, quand Boko Haram a commencé à vraiment se manifester, je pense que nous en avons appelé, le président national de l'Union démocratique du Cameroun a fait une déclaration où il en appelait justement à une action de prévention. Parce que là, on était déjà confronté à une action, il fallait agir, mais la vraie préoccupation pour l'UDC, c'était de prévoir, parce que on s'est rendu compte que c'était une question de valeur contre valeur, justement, et ça nous touche quand il y a une question de valeur. Et les valeurs de l'autre côté de Boko Haram, c'est clair que nous devons développer de notre côté, avoir une culture où nous devons apprendre à nos enfants à être des patriotes, à être des citoyens. Et on ne doit pas le dire avec la bouche et quand l'enfant est déjà grand. Ça doit commencer justement à la maison. C'est pas assez fait jusqu'à présent. On doit commencer à la maison à inculquer la vérité. Quand vous êtes dans une famille et que vous dites des mensonges et les enfants voient que vous êtes vous êtes le parent et vous n'êtes pas correct, et quelquefois vous comportez de façon vraiment flagrante. Il y a du vol, il y a du mensonge, il y a de l'hypocrisie. Les enfants voient ça, c'est créer une instabilité même au niveau du mental de l'enfant. Donc, à part cela, une éducation et un encadrement, un système éducatif vraiment qui fait en sorte que les enfants ne vont pas, parce qu'ils sont dans le besoin, aller accepter, par exemple, de prendre de l'argent pour commettre des actes comme on le voit, mais des enfants qui ne peuvent pas être corrompus. Si vous habituez des enfants à aller prendre 5 000 francs pour aller voter dans plusieurs bureaux de vote, vous apprenez à un enfant à faire ce qui n'est pas bien. Alors, comment est-ce que le lendemain, vous allez pouvoir dire à cet enfant que ce n'est pas bien de pouvoir voter dans plusieurs bureaux de vote? Et l'enfant, lui, c'est une éducation, c'est un encadrement. C'est pour lutter contre Boko Haram. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Parce que sinon, il y aura toujours nos jeunes, parce qu'ils n'ont pas eu cette culture-là, parce qu'ils n'ont pas reçu cette éducation, ils vont être à la portée, ils seront fragiles. Donc ça, c'est... Alors, un autre sujet et il y a la politique des frontières. On doit pouvoir matérialiser nos frontières. Ça c'est très important. Pour terminer, hein, un sujet a priori relativement, peut-être pas forcément léger, mais je veux dire léger, mais tout aussi sérieux. La Coupe d'Afrique des Nations de football là, en 2016, novembre 2016 au Cameroun. Comment vous l'entrevoyez dans notre pays?
C'est déjà pour moi une bonne suite par rapport à la prestation de nos Lions tout dernièrement à la Coupe du Monde. Et c'est bien parce que c'est un événement qui va faire qu'on aura des invités. Et moi, je crains parce que quand on aura des journalistes qui vont arriver dans nos aéroports, je souhaite que l'accueil soit exemplaire. Parce qu'il faut déjà que dès l'entrée dans notre pays, qu'on sente une courtoisie. Et il faut vraiment qu'on s'y mette. Dans nos hôtels, il faut qu'il y ait cet accueil au rendez-vous. Il faut qu'on vende notre culture, la culture camerounaise, nos produits. Il faut vraiment que tous ceux qui vont venir, parce que ma préoccupation, c'est comment est-ce qu'on va recevoir tous ces gens qui vont venir et comment est-ce qu'ils vont partir avec une idée vraiment très bonne du Cameroun. C'est tout ce que je souhaite qu'on puisse faire. De ce point de vue, nous ne sommes pas prêts, selon vous. Il faut qu'on ait des routes. De ce point de vue, sur le plan de l'accueil, vous estimez que le Camerounais n'est pas suffisamment agréable pour accueillir les étrangers de cette... Déjà, ce qui se passe aujourd'hui ne m'encourage pas beaucoup, mais j'espère qu'on va tout faire. Les autorités en charge, l'État, puisqu'il y a tout un gouvernement en place, j'espère qu'ils vont vraiment prendre des dispositions pour que nous accueillions dignement nos hôtes et que les matchs se déroulent dans des conditions vraiment normales. Parce que quand nous, on va à l'étranger, il y a un minimum d'organisation, un minimum d'accueil, une culture. Il faut qu'on puisse être fiers de cette culture camerounaise et que les Camerounais puissent se sentir vraiment fiers de pouvoir recevoir tous ces jeunes qui vont venir au Cameroun, parce qu'on a tellement à partager, on a tellement à montrer que ce serait dommage qu'ils partent avec une impression vraiment d'être venus dans un pays où ils ont eu mal à partir avec telle D'ici novembre, on aura bien l'occasion de le voir. Et on espère bien que ce sera à la hauteur du Cameroun. Il me reste plus qu'à vous remercier, honorable. Vous permettez peut-être... Un mot de la fin? Non, je voulais dire à votre collègue Dora que tous mes voeux de réussite dans sa nouvelle position. Je vous l'ai permis. Merci. Merci à vous. Merci encore d'être venu à cette émission. On en a certainement appris. J'espère que les téléspectateurs en ont davantage profité. On espère vous avoir à nouveau aussi certainement lorsque l'actualité le permettra. Merci. Je suis vraiment très, très heureuse d'avoir participé à cette émission. J'espère que, comme on l'a dit au début, nous avons eu une prestation qui... Les téléspectateurs en seront les juges. Nous vous souhaitons un bon retour dans vos multiples activités. Merci, M. Tongo. Merci à vous, chers téléspectateurs. Ce soir, on a reçu l'honorable Hermine Patricia Atomaino Ndamdjoya. Elle est députée UDC. Bonsoir et à jeudi prochain.